Je vais vous présenter en 2 mots l'Institut de l'entreprise et puis ensuite vous expliquer pourquoi moi je ne voudrais pas être pêcheur et je préfère être l'entrepreneur. Et donc l'Institut de l'entreprise c'est un think tank puisqu'on est là, qui réfléchit à l'avenir de l'entreprise, qui regroupe un certain nombre d'entreprises du CAC 40 et au travers de leurs dirigeants pour essayer de voir ce que sera en particulier, par exemple, nous avons travaillé sur le monde en 2020, pour essayer de voir si le monde de l'entreprise a quelque chose à apporter au débat social et à apporter autre chose simplement qu'un taux de croissance, puisque c'est, et je vais le dire, c'est là que ça va se faire. La croissance, ça se construit dans les entreprises. Le moteur de la croissance, c'est l'entrepreneur. C'est pas le pêcheur, c'est l'entrepreneur. Alors nous avons un avantage par rapport à certains think tanks, c'est que nous avons une revue. Cette revue s'appelle Sociétal et elle est suffisamment prestigieuse, entre guillemets. D'abord parce qu'elle est dirigée par moi, donc ça la rend très prestigieuse. Et ensuite, pour le fait qu'il y a à cette tribune, il y a 2 de mes principaux contributeurs, dont une dont j'attends l'article avec impatience. Bien, donc les moteurs de la croissance, pour revenir aux moteurs de la croissance, je vais le résumer en 2 mots, donc en 5 minutes, donc 2 mots. Les moteurs de la croissance, c'est le progrès technique et de la main-d'œuvre qui met en exploitation ce progrès technique. Et donc, pendant très longtemps, ça a été l'exode rural. Donc, le lieu où exode rural et progrès technique se sont concentrés, ça a été des entreprises. Et donc, effectivement, ce que je vais essayer en 2 mots de vous dire, c'est comment, dans un pays comme la France, l'entrepreneur d'aujourd'hui peut digérer l'absence d'exode rural, réorganiser la main-d'œuvre et incorporer du progrès technique. Pour faire face à ce genre de problème, je crois qu'il y a 4 erreurs à éviter. La première, c'est de croire justement que ceux qui sont en train de gérer un exode rural sont en train de construire leur croissance contre nous. Moi, je me réjouis de la croissance des pays qui sont dits émergents et moi que j'appelle des pays qui sont en rattrapage et qui ont droit enfin à ce qu'on leur a ôté dans le XXe siècle. La Chine, que tout le monde présente comme une menace, a été une victime. Elle a été une victime des 2 aberrations intellectuelles du XXe siècle qui ont été le communisme et le colonialisme. Et je trouve normal que la Chine ait le droit, le peuple chinois, ait le droit enfin d'accéder à un certain niveau de vie que d'autres ont voulu lui empêcher d'accéder, auquel d'autres ont voulu l'empêcher d'accéder. Donc je ne crains pas la Chine et je pense que la Chine, le Brésil sont notre avenir. Alors face à ces stratégies, qui sont des stratégies d'inquiétude, le pire serait de raisonner dans la croissance en termes de prédation. Ils vont nous prendre notre croissance. Jean-Hervé Lorenzi a parlé de guerre monétaire. Je crois qu'il y a un vrai danger. L'esprit de la guerre monétaire, c'est un esprit de prédateur. Je ne vais pas faire de la croissance, je vais aller voler la croissance des autres. Cette situation-là, le protectionnisme, la guerre monétaire, la dévaluation, la démarche systématique qui consiste à essayer de prendre la croissance des autres, nuit à la croissance. Donc la première erreur, ce serait de défendre des politiques de dévaluation et des politiques protectionnistes. Grosso modo, les siècles qui ont été mercantilistes keynésiens, selon moi, que ce soit le XVIIe siècle ou le XXe siècle, sont des siècles de guerre et de recul intellectuel. Deuxième erreur à ne pas commettre, à mon avis, c'est de croire que la croissance, c'est la consommation. La consommation, c'est la croissance, mais la croissance, c'est pas la consommation. On fait de la croissance pour consommer, on ne consomme pas pour faire de la croissance. Quand j'achète une chemise, c'est pas pour créer des emplois dans le textile. J'achète une chemise parce que j'en ai besoin. Et donc, agir et prétendre que c'est par la consommation que l'on va consolider la croissance me paraît être une erreur de raisonnement. Une des conséquences de ça, d'ailleurs, c'est que les pays qui n'arrêtent pas de relancer soi-disant la consommation sont ceux qui vont le plus mal. Que ce soit les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, ce sont les pays qui ont des déficits extérieurs, c'est-à-dire des pays qui ont une absence d'épargne, donc un excès de consommation, qui sont dans la situation la plus dramatique sur le plan économique. La troisième erreur, et on rejoint un peu la deuxième, c'est que si on regarde la différence que l'on fait assez souvent entre la France et l'Allemagne, on a une certaine propension dans ce pays à considérer que l'Allemand travaille trop. Le discours officiel, c'est de dire aux Allemands « mais calmez-vous, qu'est-ce qui vous prend ?» Alors moi je serais allemand, je dirais mais vous au moins français, essayez de travailler, par curiosité. Vous voyez ce que ça donne, vous verrez si c'est si dramatique que ça. Bon. La conséquence de ça, c'est qu'on nous décrit un ouvrier allemand à côté duquel l'ouvrier de Dickens du 19e siècle aurait eu une vie heureuse. Dans la presse, on nous annonce l'ouvrier allemand a été massacré par une politique menée par les sociodémocrates d'ailleurs, qui a massacré son revenu et tout ça. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vous êtes déjà allé en Allemagne? Oui. Récemment? Oui. Et est-ce que vous les avez vus si malheureux que ça? La réponse est non. Et d'ailleurs, si vous regardez dans les statistiques, vous apercevez que la consommation en Allemagne est supérieure à la consommation en France en termes de pourcentage du PIB. Quelle est la différence entre les deux? L'investissement? Non. L'investissement en Allemagne est supérieur à l'investissement en pourcentage du PIB. Les exportations? Non.
Les exportations en Allemagne, et ça on le sait, ça. Alors ça, il y a une chose que l'on sait, les exportations allemandes sont supérieures aux exportations françaises. Alors quel est le quatrième terme qui est nettement inférieur en Allemagne? C'est les dépenses publiques. Et donc là, je rejoindrai Dominique Régnier. S'il y a une vraie priorité maintenant pour la croissance en France, c'est de baisser les dépenses publiques. Baisser le déficit, mais baisser le déficit, c'est pas... Parce qu'on peut baisser le déficit de deux façons. On peut augmenter les impôts et baisser les dépenses. Et donc, il faut baisser les dépenses publiques. Donc, la troisième erreur, c'est de considérer que la croissance se nourrit par les dépenses publiques. Enfin, la quatrième erreur, et ensuite je ferai 3 propositions. La quatrième erreur, c'est ce que j'appelle l'incantation. Alors vous me direz, c'est ce que je suis en train de faire. Mais l'incantation, en général, moi je la trouve dans le discours sur la formation, le progrès technique et tout ça. La croissance, c'est du progrès technique, mais le progrès technique, ça ne se décrète pas. La formation, ça ne se décrète pas. L'intelligence, on ne rend pas les gens intelligents. Et tous les régimes qui ont voulu rendre les gens intelligents les ont rendus malheureux. Et donc, je pense qu'un des dangers, c'est de se réfugier dans l'incantation. Alors, si on n'est pas dans l'incantation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Au stade où nous en sommes, je pense qu'il y a 3 mesures à prendre. La première, c'est de reconnaître que l'entrepreneur joue un rôle plus utile que le pêcheur. Et donc, il faut rendre à l'entrepreneur les moyens d'exister. Concrètement, il faut prendre dans les mesures fiscales que l'on annonce des mesures qui allègent considérablement les contraintes qui portent sur les entreprises. Quand je dis ça, on dit toujours, vous savez, on fait un succès fou dans une assemblée générale du patronat, sous quelque forme que ce soit, le MEDEF, le CGPME, en disant il faut supprimer les charges. À ce moment-là, dans des endroits où on a encore le droit d'applaudir, les gens trépignent d'impatience. Bon, mais vous savez, c'est facile, vous pouvez faire dans une assemblée générale, dans d'autres assemblées générales, vous dites qu'il faut taxer le grand capital et détruire le néolibéralisme. Là, vous avez aussi... Bon. Donc, concrètement, il ne faut pas alléger les charges en tant que telles, ça n'a pas de sens. Il faut, dans une situation où la crise s'est traduite par une baisse de l'investissement des entreprises de 330 milliards d'euros, qui était le niveau d'investissement en 2007, à 280 milliards d'euros, qui est le niveau d'investissement de 2009. Donc il faut redonner les capacités aux entreprises d'investir. Donc pour investir, il faut qu'ils aient des moyens, et n'en déplaise à ce qui a été dit sur cette tribune, il faut qu'elles aient des profits. Parce que les profits d'aujourd'hui, alors c'est peut-être un dogme néolibéral, libéral, archéolibéral, stupido-libéral, mais c'est un dogme auquel je crois. Les profits d'aujourd'hui sont vraiment les investissements de demain et la croissance et les emplois d'après-demain. Donc ces 50 milliards d'investissements qui nous manquent, c'est les entreprises qui vont les faire. Et pour que ces 50 milliards soient faits, il faut donner les moyens aux entreprises de les faire. Donc il faut alléger la fiscalité des entreprises. Grosso modo, il faut baisser l'impôt sur les sociétés, mettons à 20 ou 15%. On en avait fait un article avec Mathilde Lemoine dans les Échos sur ce sujet. Le deuxième élément, c'est que pour essayer de dynamiser la croissance économique, puisque c'est le progrès technique, et le progrès technique, il est incorporé dans l'investissement qui est fait par les entreprises. Plus il y a d'entreprises, mieux ça vaut. Et donc, une politique de généralisation, de dynamisation de la création du tissu d'entreprise est nécessaire. Un des éléments, il suffit de s'aligner sur ce que nous demande Bruxelles, et notamment de continuer le programme de privatisation. Il est temps que EDF cesse d'être une bureaucratie totalement entre les mains d'un certain nombre d'organisations sur lesquelles je ne reviendrai pas. Il faut généraliser tout un programme de privatisation pour que la dynamique de la création de richesses que représente l'activité privée soit au cœur de notre démarche. Enfin, dernier élément, tous les rapports... Alors sur la croissance, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on se réunit. Tous les 6 mois, il y a un rapport qui tombe. Comment dynamiser la croissance? Tous les gens qui sont ici ont tous été auditionnés et par la commission Attali, les plus vieux par la commission Camdesus, mais alors les très très vieux par la commission Rueff-Armand. Ça, c'est les très très vieux. Et et tout le monde a entendu dire les mêmes choses. Alors la première chose à faire, ce serait d'appliquer ces rapports. Et la première chose qu'il y a dans ce rapport, c'est faire une politique de concurrence. Quand je dis faire une politique de concurrence, en général, jusqu'à présent, ça a consisté à dire on va rentrer dans le lard des taxis parisiens. Donc ça dure 30 minutes. Bon. Donc si on faisait une vraie politique de concurrence et si on ne faisait pas le taxi parisien, le bouc émissaire de la croissance, je pense que ça apporterait beaucoup à ce pays. Donc si je veux résumer mon propos, je pense que la croissance est portée par les entreprises et pas par l'État, que la croissance est issue de l'investissement et pas de la dépense publique. Et donc pour favoriser la croissance, il faut alléger la fiscalité des entreprises, généraliser la politique de concurrence et ne pas croire que nos ennemis sont les Chinois et penser que nos ennemis, c'est notre propre paresse.